première question, c'est une question d'impression générale sur la lecture de ce texte qui donc va réformer le Code du travail que nous n'avions pas lu jusqu'ici, et même vous n'aviez pas totalement lu jusqu'ici. Laurent Berger de la CFDT a dit « ça n'est pas la case du droit du travail que certains nous avaient annoncé ». Et vous dites quoi ? Je crois que Laurent Berger a raison. On est dans un certain nombre de modifications qui sont parfois substantielles, mais l'essentiel quand même, c'est-à-dire en matière de protection de ce qui touche le salarié lambda, ne va pas être touché. Il y a des mesures qui sont des mesures importantes, on va sans doute y revenir, mais on n'est pas effectivement dans une réforme de fond en comble. Je rappelle quand même que le Code du travail, vous savez, celui qu'on ne réforme jamais, dans les 3 dernières années, a été réformé 4 fois par 4 lois importantes, dont on n'a jamais d'ailleurs tiré le bilan. C'est donc une 5e loi supplémentaire. Vous êtes presque en train de reprocher au gouvernement de ne pas être allé assez loin finalement. Il avait une fenêtre, et s'il ne s'est pas fait d'ennemis, c'est que donc il n'a pas fondamentalement touché aux défauts et qualités de ce Code du travail. C'est exactement le reproche que je ferai au gouvernement. Bon, d'abord, le président de la République s'était engagé à ce sujet-là. Moi, je ne suis pas persuadé que la réforme du Code du travail soit la clé de l'emploi. Et d'ailleurs, personne n'est en capacité de le démontrer. Et de surcroît, en termes de méthodologie, j'aurais préféré que les 4 lois que je viens d'évoquer, on puisse au moins tirer un premier bilan de leur application pour voir quels avaient été leurs effets dans la vie quotidienne des salariés comme en matière d'effets économiques. Donc le gouvernement a mis en œuvre, le président de la République, on peut le comprendre, on est effectivement dans une démocratie, mais sur bien des sujets, on aurait souhaité effectivement avoir au moins ce recul de savoir quelles étaient les réalités qui avaient été percutées par la loi et comment ces lois étaient efficaces ou non. Mais alors, nous sommes en France. Est-ce qu'il y a une mesure qui vous chagrine néanmoins ? Il y a 3 mesures principales. Les indemnités prud'homales, qui globalement sont forfaitisées et baissent. Les négociations dans les petites entreprises qui vont pouvoir se jouer en tête-à-tête entre le patron et un représentant pas forcément syndicaliste du personnel. Et les licenciements économiques qui ne se justifieront plus par la situation internationale, mais uniquement par la situation nationale. Si une entreprise perd de l'argent en France et en gagne aux États-Unis, on ne pourra pas lui dire « vous ne pouvez pas licencier ». Laquelle de ces 3 mesures vous chagrine le plus ? Ou aucune ? Non, sur la question du barème imposé au prud'homme, c'est un vieux sujet, ça fait 3 ans que cette question tourne, et ça pose, et nous n'avons pas changé d'avis là-dessus, ça pose une question de fond, qui est une question de principe de justice. On parle de dommages et intérêts qu'on donne à des personnes qui ont été victimes d'un licenciement, qui est un licenciement illégal, abusif. Et comment est-ce qu'on répare ça ? Et fatalement, en justice, il faut examiner chaque cas individuel. C'est un simple principe de justice qui s'applique d'ailleurs en justice civile comme partout ailleurs. Et si les choses se font par barème, et c'est ce que proposent les ordonnances, on casse ce principe. Donc nous, sur le fond, ça fait bien longtemps qu'on dit qu'on n'est pas en accord avec ça. Nous n'étions pas opposés à un barème qui soit un barème de référence, parce que il y a différentes juridictions et ça peut être utile pour les tribunaux d'avoir à un moment donné une idée de façon à un peu unifier les choses, mais on n'est pas en accord et on continue à ne pas être convaincu de l'utilité de ce genre de mesures, d'autant que c'est un peu choquant quand même d'expliquer que ça va permettre finalement à des entreprises de provisionner le non-respect de la loi. La mesure qui permet désormais de négocier dans les toutes petites entreprises avec des salariés qui ne sont pas forcément des syndicalistes, qui ne sont pas forcément élus par qui que ce soit, c'est la prise en compte d'une réalité. Dans ces entreprises, il n'y a pas de syndicalistes. Donc au fond, voilà, c'est un constat qui est fait, ça vous choque plus ? C'est pas que ça nous choque plus, c'est que d'abord dans l'histoire de cette discussion, il faut rappeler que on avait entendu l'idée qu'on pourrait le faire dans des entreprises jusqu'à 300, j'avais même entendu moi 500 salariés. Donc là, il y a des dans la négociation, syndicales. Vous avez pesé un peu ? Oui, les choses ont bougé sur ce plan-là. Après, il se trouve que l'UNSA est la 4e organisation des très petites entreprises de moins de 11 salariés, donc nous sommes un peu bien placés pour en parler. Il y a une grande absence, c'est un véritable désert syndical, c'est une réalité ça. Donc à un moment donné, on ne peut pas faire comme si, quand on voulait négocier avec un syndicaliste, quand il n'y en a pas, on peut crier sur sa chaise, on n'y arrivera pas.
Ce qu'il faut discuter là, par contre, c'est de la réalité, effectivement, d'une négociation qui va être une négociation qui va se passer un peu sous contrainte. Vous savez, on parle d'une entreprise, par exemple, de 2 ou 3 salariés. Oui. Avec qui est-ce qu'on va négocier dans une entreprise de 2 ou 3 salariés? Et des salariés qui discutent avec leur patron qu'ils connaissent bien, puisque Qui tutoient peut-être. Qui tutoient peut-être, avec lequel ils boivent le café le matin, etc., etc. Sauf que entre eux, il y a un lien qu'on appelle le lien de subordination. Il y en a un qui est sous l'ordre de l'autre. Et la capacité à dire non ou à s'opposer à son patron est très limitée. Moi, je pose pas l'idée qu'il faut dire non par principe à son patron, mais une négociation, c'est autre chose. Et là, on parle d'une négociation qui, en matière de droit du travail, débouche sur un accord qui a une valeur juridique. Donc, il faut un minimum de connaissances, un minimum de recul aussi, de façon à ce que la discussion soit équilibrée. C'est à ça que servent les syndicats. Donc, cette mesure, si elle permet effectivement aux syndicats de se pencher davantage sur ces entreprises qu'elles délaissent, c'est très bien. Mais si elle est interprétée par le patronat comme une façon de se débarrasser définitivement des syndicats, ça, par contre, ce serait une grosse régression en matière de démocratie sociale. Bien joué Macron quand même. Finalement, c'est sa première mesure. Et ça passe comme une lettre à la poste, en dehors des rotomontades de Martinez de la CGT. Chez les autres syndicats, ça passe. Bien joué Macron, qui est élu par une majorité de Français, qui s'appuie sur une majorité à l'Assemblée nationale impressionnante. Bien joué Macron, oui, d'avoir quand même travaillé pendant tout l'été et nous donner simplement un texte aujourd'hui qui va être adopté dans 15 jours. Par contre, sur le fond, c'est-à-dire sur ce que ça donnera véritablement, et c'est ça qui intéresse les Français, c'est ça qui m'intéresse, en matière de conditions de travail pour les salariés, de compétitivité, de résultats économiques, il ne suffit pas de bien jouer les choses, et je crois que c'est plutôt là-dessus que les salariés et les Français généralement l'attendent. Merci Luc Berry du syndicat UNSA.